Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle édition sur Mobility TV, cette fois-ci consacrée à un sujet plus que controversé. Il s'agit des carburants de synthèse ou e-carburants. Et donc avec la nouvelle législation européenne validant donc la fin des moteurs thermiques d'ici 2035, les carburants de synthèse pourraient être une solution ou du moins une alternative dans cet objectif de transition verte. Pourtant, sa production reste encore à l'échelle d'expérimentation et aussi très coûteuse dans tous les sens du terme, y compris en énergie. Donc, les carburants de synthèse, est-ce un miroir aux alouettes ou bien une alternative providentielle? Pour essayer nous allons en tout cas tenter de tirer ça au clair avec nos deux experts sur le plateau. Thibaut Cantat, qui est donc chef de programme économie circulaire du carbone au CEA, qui, je le rappelle, est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et donc Jean-Philippe Hérault, d'autre part, qui est donc responsable du programme biomasse vert carburant à l'IFP Énergie Nouvelle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander en quoi consiste plus précisément l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais aussi votre fonction. Nous allons commencer par vous. Je travaille au CEA, qui est un organisme de recherche et technologie, et qui a pour but, à travers des partenariats académiques ou avec des industriels, de développer les technologies, en particulier pour la défense, l'énergie et la santé. Et sur la partie énergie, notre but, vraiment, c'est d'accélérer la transition vers un système énergétique qui soit neutre en carbone. Très bien. Et pour vous, monsieur Hérault? Donc, moi, je travaille à IFP Énergie Nouvelle, qui est un EPIC, un institut public à caractère industriel et commercial, donc un organisme de recherche et d'innovation dont l'objectif est de porter une idée du laboratoire vers un marché industriel dans le domaine de l'énergie, de la mobilité et de l'environnement. Alors justement, les carburants de synthèse, ça me semble quand même être une idée plus ou moins vaste pour certains. Est-ce qu'on pourrait tenter de cadrer? Qu'est-ce que c'est plus exactement qu'un carburant de synthèse, monsieur Hérault? Alors, un carburant de synthèse, par définition, c'est un carburant qui a été créé de toutes pièces. Et donc, on va chercher qu'est-ce qu'un carburant déjà à la base. Donc, c'est un hydrocarbure, donc une molécule de carbone et une molécule d'hydrogène. Et donc, un carburant de synthèse, c'est trouver une source de carbone qui est différente d'une énergie fossile, comme le pétrole, le CO2, de la biomasse, et un hydrogène qui vient d'horizons, pas du gaz naturel, on va dire, qui est le principal aujourd'hui producteur ou fournisseur d'hydrogène, mais qui peut venir de l'eau avec l'électrolyse de l'eau. Donc on va combiner ces deux molécules pour en faire des hydrocarbures qui vont faire des carburants de synthèse. Et donc quels usages on pourrait, quels usages les carburants de synthèse qu'est-ce qu'on pourrait leur attribuer, ne serait-ce aussi comme avantage et inconvénient, monsieur Cantat? Alors là, il faut vraiment faire un petit zoom arrière et se demander pourquoi on veut faire des carburants de synthèse quelque part. Je pense qu'on est tous réunis vers une volonté d'aller vers la neutralité carbone le plus vite possible. Typiquement, l'horizon qui est fixé à l'échelle européenne, et il y a un consensus mondial, c'est 2050. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus utiliser tous les carburants fossiles, charbon, gaz naturel et pétrole qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment faire beaucoup de sobriété, d'efficacité énergétique, production d'électricité bas carbone, que ce soit du nucléaire ou des renouvelables, selon les choix qu'on veut faire. Mais l'électricité, on ne peut pas la stocker. Et du coup, il faut la transformer. D'accord. Et on peut la stocker sous la forme de batterie, on peut faire de l'hydrogène ou on peut faire des carburants de synthèse. Mais à chaque fois, on va avoir en fait des rendements énergétiques. Est-ce qu'on garde bien l'électricité dans la batterie, l'hydrogène ou bien le carburant de synthèse? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va évidemment vouloir avoir les meilleurs rendements énergétiques. Donc typiquement, les carburants de synthèse, ils ont des rendements énergétiques qui sont aux alentours de 50 à 55%. Une batterie, on est plutôt aux alentours de 80%. Et donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est plus efficace d'aller utiliser une technologie à base de batterie ou bien un carburant de synthèse? Le consensus qui apparaît, à mon sens, quand on regarde, et d'ailleurs c'est ce qui est suivi par la réglementation européenne, c'est de dire que pour le transport de longue distance, que ce soit l'aviation ou que ce soit le maritime, en fait on n'a pas beaucoup le choix. Dans l'aviation, on utilise du kérosène. Le problème numéro 1 de l'avion, c'est pas d'avancer, c'est pas de cracher. Donc on a besoin en fait de carburant à haute densité d'énergie, du kérosène. Pour l'aviation, il n'y a pas d'alternative. On ne pourra pas mettre des batteries pour du voyage de longue distance. Et donc il va falloir faire ces carburants, en particulier pour ces secteurs d'activité.
Ensuite, il y a 2 secteurs d'activité qui utilisent beaucoup d'hydrocarbures, donc des carburants aujourd'hui qui sont fossiles. À l'heure actuelle, c'est évidemment le transport, le véhicule personnel, mais là, il peut y avoir une compétition avec le véhicule électrique, le véhicule de chantier, etc. etc. Et là, c'est un petit peu plus difficile de départager. Est-ce qu'il faut encore des carburants de synthèse ou est-ce qu'il faut aller plutôt vers l'électrification ? Jean-Philippe Hérault, Si je peux compléter la réponse de Thibault, c'est qu'en fait, la spécificité des unités de production des carburants de synthèse, elle ne va pas être monoproduit. D'accord. Et donc, par ces unités-là, on va pouvoir adresser plusieurs marchés et plusieurs secteurs du transport, aussi bien l'aérien qui aujourd'hui, on le voit, le vecteur qui est le plus porteur sur la partie e-fuel et décarbonation, on va dire, par l'intermédiaire d'hydrocarbures. Ouais. Mais on produit également de l'essence ou du gazole. Donc on va pouvoir adresser effectivement les différents secteurs. Et c'est bien là la combinaison ou l'avantage de ces unités-là, c'est qu'elles sont multisecteurs et que plusieurs secteurs vont pouvoir en bénéficier et profiter de cette technologie-là pour leur application. Alors pour autant, la production d'e-carburant reste assez gourmande en énergie, en tout cas encore à l'heure actuelle, mais surtout aussi très gourmande en eau. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Les sécheresses ne se font que se multiplier. Quid des prochaines années si la sécheresse va encore plus s'intensifier et que l'eau va être amenée à manquer? Est-ce qu'il y a déjà des réponses, en tout cas des pistes de réflexion qui sont apportées par rapport à cette problématique? Jean-Philippe Hérault. Alors sur la partie... L'élément de l'hydrocarbure et l'hydrogène, il faut apporter l'hydrogène par un moyen, par un vecteur. Donc l'eau est aujourd'hui un vecteur qui est utilisé pour la production d'hydrogène. Dans une technologie de e-fuel, finalement, on va partir du CO2. Et ce CO2-là, l'oxygène du CO2, on va dire, ne doit plus être dans le carburant final parce qu'il n'a pas sa place. Et donc les différentes briques procédés permettent déjà de reformer de l'eau. Donc il y a déjà une partie de recyclage de l'eau qui est fait à l'intérieur des unités qui permet de limiter la consommation au strict minimum de l'hydrogène qui doit être à destination du carburant final. Après, des sources d'hydrogène, aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs... de la recherche qui est faite pour trouver d'autres sources d'hydrogène. On a parlé à une époque des hydrates, enfin l'équivalent d'hydrates, voilà, dans ce que la Terre ou la planète peut nous apporter comme hydrogène. Quelque chose à compléter Oui, peut-être, parce que la recette de base d'un carburant, finalement, c'est quoi? Je veux faire 1 tonne de kérosène de synthèse, qu'on appellerait du e-kérosène pour mon avion. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma cuisine? Alors, évidemment, ce n'est pas dans la cuisine qu'on va le faire, mais je vais avoir besoin à peu près de 6 à 7 tonnes d'eau, environ de 5 tonnes de CO2 et de 37 mégawattheures électriques. Ça, c'est la recette de base. Ça veut dire qu'il faut de l'eau. Oui. Alors, c'est évidemment un point sur lequel il faut être vigilant. Pourquoi? Parce que si vous voulez vous positionner, par exemple, sur le bassin méditerranéen, parce qu'il y a beaucoup de renouvelables et vous voulez utiliser de l'électricité photovoltaïque, mais qu'en même temps, vous êtes dans une situation de stress hydrique qui va s'intensifier avec le réchauffement climatique, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder et bien avoir en tête. C'est pourquoi on veut vraiment faire ces carburants de synthèse. Je pense que cette notion de juste besoin qui va à la fois nous piloter dans faire plus de sobriété, faire plus d'efficacité énergétique, elle doit aussi nous piloter dans les choix technologiques qui vont être faits dans les procédés qu'on va vouloir électrifier par rapport à ceux sur lesquels on va vouloir utiliser de l'hydrogène qui vient de l'électrolyse de l'eau ou encore des carburants. Et cette notion des ressources de base qu'on va utiliser, que ce soit le CO2, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, ça doit vraiment nous piloter dans les choix qui vont être faits. Est-ce que, selon vous, les carburants de synthèse à plus, on va dire, à plus 50 ou à plus 100 ans, est-ce que vous les voyez comme une complémentarité, comme une alternative ou vraiment comme le carburant du futur? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Jean-Philippe Hérault? On aura un mix de solutions pour répondre à différentes demandes du transport. Je parle du transport, mais de l'énergie en général. Donc 2050 est un horizon qui est quand même, on va dire, moyen terme aujourd'hui pour l'industrie, entre le temps de développement et le temps aussi de mise à l'échelle des projets industriels. Donc le e-fuel aura complètement sa place en complément de l'électrique, en complément d'autres solutions comme les biocarburants également qui seront présents en 2050. En 2100, les perspectives sont beaucoup plus éloignées, beaucoup plus complexes à faire. Il y a plein d'autres systèmes énergétiques comme le nucléaire qui pourraient aussi se développer, apporter des solutions sur la partie énergie, même en mobilité, on va dire, locale ou petite échelle.
Monsieur Cantat? Oui, je pense que les carburants de synthèse, on ne va pas y couper Ouais. réellement. Parce qu'il y a des secteurs d'activité, on parlait de l'aviation, le maritime, c'est la même chose. En fait, Ouais. c'est du transport de très longue distance. Il faudra des carburants à très haute densité d'énergie. Puis n'oublions pas, il y a la partie chimie aussi. La partie chimie, elle est fortement connectée aujourd'hui par la pétrochimie à la filière pétrolière, puisqu'elle va valoriser tous les sous-produits du raffinage du pétrole. Et un plastique... Et même dans 100 ans, un plastique qui sera encore fait à partir de carbone. Et donc, pour ces secteurs d'activité, on aura besoin de molécules qui seront faites à partir de CO2, d'électricité bas carbone et à partir d'eau. Donc, c'est vraiment une filière qui va se développer. Ça, c'est une certitude. La question, c'est vraiment sur quelle ampleur elle va se développer. Alors, une filière qui va se développer, certes, mais pour autant, aujourd'hui, ça reste encore très, très peu accessible. À titre de comparaison, 1 litre de carburant de synthèse est quand même 3 fois supérieur en termes de prix qu'un litre d'essence classique. Comment on pourrait réduire la note? Oui, mais on peut même dire que c'est un peu plus. Mais un peu C'est plus. au moins 5 fois plus. Alors, il y a plusieurs façons de réduire la note et il faut absolument réduire la note. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette question de transition énergétique, aller vers la neutralité carbone, ça veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, évidemment, mais ça veut dire aussi le faire avec une grande acceptabilité sociale. Il faut que les populations s'en saisissent. Et si le coût il est démesuré, ça n'arrivera pas. Et donc, on va rater la cible. Alors, évidemment, il y a une façon de faire qui est bien développée dans l'industrie, c'est que il y a des courbes d'apprentissage, c'est-à-dire que quand on développe une nouvelle filière, on va augmenter les volumes de production et au fur et à mesure qu'on augmente les volumes de production, on arrive à diminuer les coûts. Est-ce qu'un jour, on va vraiment croiser les coûts par rapport aux carburants issus de fossiles? Ça va être difficile parce qu'il faut quand même garder en tête que les carburants actuels issus de fossiles, je vais simplifié à outrage, mais on fait un trou dans le sol et on va chercher l'énergie qui a déjà été stockée. Ouais. Là, la question, c'est vraiment d'arriver à produire de l'électricité bas carbone, de capter du CO2, idéalement qui vient de l'air, pour les transformer ensemble. Donc évidemment, ça va être plus cher. Il y aura un facteur peut-être 2, 3, 4 à terme. Mais attention, il y a un service rendu qui est différent des carburants fossiles, puisque les carburants fossiles, en émettant du CO2 dans l'atmosphère, ils participent au réchauffement climatique avec tous les dommages collatéraux qui vont apparaître. Et on devra mettre en place des solutions de résilience par rapport à ce réchauffement climatique. Ce que le carburant de synthèse ne fait pas. La réglementation européenne dit qu'il faut que le carburant de synthèse émette au moins 70% de CO2 en moins par rapport à son équivalent fossile. En pratique, on peut même aller à 90% de réduction. Donc il faut bien en fait prendre en compte ce qu'on appelle toutes ces externalités dans les carburants de synthèse. Et pour compléter, je pense que finalement, quand on parle de carburant fossile, on parle vraiment de carburant fossile, mais il faut ajouter le carburant fossile plus le CO2 qui a été évité. Et donc, c'est pas juste pour comparer les deux voies ou les deux types de carburants, c'est vraiment la combinaison des deux. Et aujourd'hui, quel est le poids du CO2 fossile? Aujourd'hui, il est de 0 sur le carburant qu'on trouve à la pompe. Donc, demain, comment il va évoluer? Quelle taxe on va pouvoir mettre sur cette partie CO2-là? Forcément, ça va jouer aussi sur le prix du carburant en termes de comparaison. Et puis, qu'est-ce que sera le prix d'un fossile demain? Aujourd'hui, on l'a avec notre économie, notre monde politique que l'on connaît. Demain, on peut très bien avoir des carburants. On voit les tensions qu'on peut avoir sur les prix du fossile. Avoir des prix qui montent aussi énormément et qui permettent aussi de revenir sur cette comparaison avec des prix plutôt proches du carburant fossile pour un e-fuel. Donc, quelque part, miser sur les e-fuels, ça serait, on va dire, capitaliser sur sa santé à long terme, en respirant beaucoup plus proprement. Mais pour autant, vu que ça sera, quoi qu'il arrive, plus cher que le litre d'essence actuel, est-ce que ça ne sera pas non plus un moyen de clivage social? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on peut regarder le domaine de l'aviation, il est intéressant parce que finalement, dans l'aviation, on a une réglementation européenne qui arrive. Et elle est assez bien faite, en fait. Elle ne dit pas qu'on va pénaliser les carburants fossiles, en fait, économiquement. Ce qu'elle dit, c'est je vais ouvrir une part de marché sur les carburants durables, que ce soit des biocarburants ou des carburants de synthèse. Des carburants durables qui auront une empreinte carbone beaucoup plus faible que les carburants issus de fossiles. Et finalement, je veux qu'en 2050, 70% du kérosène qu'on mettra dans nos avions en Europe, ce soit fait à base de carburants durables. D'ailleurs, ce ne sera pas que des biocarburants, parce qu'on sait qu'on n'a pas assez de biomasse, ce sera une part de carburant de synthèse, une part de biocarburants. Et puis, on a une courbe comme ça de croissance, c'est-à-dire qu'il y a une feuille de route, et il faut commencer dès 2030 à le faire. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, ça dit
laissons les systèmes économiques, les systèmes industriels être compétitifs, mais dans un marché qui nous définit qu'on veut des carburants durables. Et ça va permettre d'améliorer la compétitivité et ça permettra d'améliorer les coûts. Maintenant, il y a aussi un autre levier qui est tout l'aspect sociétal, c'est comment est-ce qu'on s'assure que les gens se saisissent de ces sujets, puissent continuer à prendre l'avion, etc. Donc il y a évidemment de l'efficacité énergétique à faire sur la motorisation. Et la motorisation dans les avions, elle a déjà fait énormément de choses sur les dernières décennies, donc il y a encore des choses à faire. Et puis il y a peut-être des modèles économiques à penser, de savoir est-ce que le poids, il n'est pas un peu plus porté par une classe business qui prend plus de place et une classe première que la classe économique. Je pense qu'il y aura des choses à optimiser aussi sur ces leviers-là. Jean-Philippe ? Oui, après les e-fuels vont être dans le pool énergétique que l'on trouve aujourd'hui, donc il va être aussi en mélange à des petites proportions au démarrage. Donc le poids de ces carburants dans le coût global, il va être aussi plus faible. Et puis il faut voir aussi que nos carburants fossiles aujourd'hui sont très fortement taxés, donc il y a un jeu aussi qui peut être fait sur la taxation des carburants pour aussi être un levier pour la décarbonation du secteur. Ça sera ma dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle. Comment vous envisagez la mobilité sur du moyen terme? Quelle est pour vous la représentation que vous ferez de la mobilité de demain? Jean-Philippe Ayrault. Un mélange, comme je l'ai dit avant, un mélange de beaucoup de solutions en fonction des différents domaines du transport, que ce soit du local, que ce soit du plus longue distance tel qu'on le peut connaître. Aujourd'hui, il y a des freins aussi par les utilisateurs de certaines solutions. On peut parler par exemple de la recharge de batterie qui est aujourd'hui un frein, vu comme un frein parce qu'il faut mettre plus de temps par rapport à faire un plein donc carburant fossile. Donc est-ce que l'utilisateur l'accepte aujourd'hui? Donc ça va être des choses qui vont évoluer aussi, qui vont permettre aussi d'avoir des solutions qui vont se développer sur plusieurs secteurs. Le secteur du transport routier, le secteur du véhicule léger, le terrestre, le maritime. On va avoir une diversité de solutions, beaucoup plus que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Thibaut Cantat ? Oui, je pense qu'on est vraiment bien alignés. Il n'y aura pas une seule solution. La mono-solution, je pense, n'existera pas. Ce qui va nous piloter, à mon sens, c'est vraiment cette notion de juste besoin, à la fois au niveau personnel, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce déplacement et comment je fais ce déplacement. Et puis derrière, sur la déclinaison de toutes ces possibilités technologiques, allant de la marche, des solutions douces à du véhicule personnel sur des batteries, à l'utilisation de carburants de synthèse quand vraiment on n'a pas le choix et qu'on est obligé de faire du transport de longue distance. Mais il y aura une déclinaison de plusieurs solutions technologiques. Je pense qu'il y a vraiment un point de convergence sur le fait de dire qu'il n'y a pas une seule solution qui va prendre le pas. Oui, donc pour résumer, on va dire que la mobilité de demain se traduirait par de la sobriété, mais aussi cette notion de responsabilité, s'interroger pourquoi on veut se déplacer, est-ce que c'est vraiment nécessaire, en ai-je vraiment besoin? Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté donc notre invitation sur Mobility TV. Je rappelle, Jean-Philippe Ayrault, que vous êtes responsable donc, du programme Biomasse vers Carburant, et Thibaut Cantat, donc à l'IFP Énergie Nouvelle, je le rappelle, et donc Thibaut Cantat, qui est chef de programme économie circulaire du carbone au CEA. Merci encore à vous deux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine édition sur Mobility TV. À bientôt.